Merci. Je vais donner la parole à Fabien Genet. Merci, Monsieur le Président. J'avais envie de vous dire, Monsieur le Président, de nous dire, chers collègues, how dare you, how dare we, comment ose-t-on encore parler d'équité territoriale en matière d'accès aux soins? Ça a été très bien dit, nous sommes désormais dans une situation de totale inéquité territoriale et nous sommes même dans la phase ultérieure qui est celle de l'impossible accès aux soins. Je souscris pleinement au tableau extrêmement sombre, même si malheureusement très réaliste, que nos intervenants ont pu dresser, en particulier la représentante de l'association des maires ruraux, mais également M. Le Bigot. La situation est effectivement désormais indigne de notre pays, de ses valeurs, de ses principes, de son rang et de sa puissance économique. Indigne car il en va du bien le plus précieux qui est la santé. Indigne car la situation se dégrade depuis au moins 15 ans. Indigne car ce sont les plus fragiles, les plus vulnérables de nos concitoyens qui peu à peu ne réussissent plus à se faire soigner. Alors je sais que dans cette maison, dans cet hémicycle, dans cette commission, nous sommes là pour chercher le plus cliniquement possible des solutions pour améliorer les solutions, mais franchement, Madame la représentante du ministère de la Santé, il n'y a rien de personnel dans ce que je vais dire, mais on est obligé de relayer aussi la colère, la rage et le désespoir que l'on ressent dans un certain nombre de territoires parce que nous en sommes là. Et donc les discours très cliniques de effectivement, il n'y a pas de solution magique, faut prendre son temps, malheureusement ça prend du temps. J'ai été maire avant d'être sénateur, ça fait 15 ans que j'entends ce discours. Dans ma commune, à Digoin en Saône-et-Loire, on a perdu la moitié des médecins en 2015. C'est déjà le discours que l'État me tenait, ça fait 9 ans. Et donc je veux bien qu'on attende encore 9, 10, 15 ans, mais ce n'est plus possible. Et donc cette rage, ce désespoir que manifestent désormais les gens qui n'arrivent plus à trouver de médecins, et pas seulement sur place à 2, à 5, à 15, à 20, à 30 km ou à 50 km, ils l'expriment auprès des derniers médecins présents sur le territoire, auprès des secrétaires médicales qui sont en première ligne et qui n'en peuvent plus. Et donc il y a un moment, ces discours très polissés, je crois qu'il faut aussi faire entendre cette colère excusez-moi de manifester à cet instant, mais franchement, je crois que le ministère ne prend pas la mesure de ce qui se passe sur le terrain et ça va aller en se dégradant de plus en plus, on le sait très bien. Vous avez parlé, M. Le Bigot, de décennie noire. Malheureusement, nous sommes rentrés dans cette décennie. Et donc, effectivement, exprimer la colère, ça n'a jamais résolu les problèmes, mais je crois qu'on ne peut pas... on ne peut pas faire comme si cela n'existait pas, parce que les gens vont se révolter. Et ils commencent déjà sur le terrain à se révolter. Dans la maison de santé pluridisciplinaire, chez moi, on est obligé de rajouter des protections, des plexiglas de sécurité, de mettre des portes, etc. etc. Ça prend et ça ne s'améliorera pas. Et effectivement, tout ce qui a été décrit, on le vit chacun sur nos territoires, dans beaucoup de territoires, avec effectivement une surenchère à laquelle les collectivités sont désormais contraintes et on multiplie les bourses, les tapis rouges pour faire venir les médecins, ça devient du grand n'importe quoi. Donc puisqu'il faut quand même, au-delà de la colère, exprimer quelques questions et précisions techniques, moi je voudrais vous interroger également sur ce que nous vivons sur le terrain, sur ces fameuses cartographies d'aide, les ZIP et les ZAC, puisque ce sont des arrêtés annuels du DG de l'ARS qui fixent cette cartographie. Et malheureusement, il y a un pourcentage de population qui peut bénéficier de ce type de classement en ZIP par territoire. Et donc, lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a un problème quelque part, à l'arrêté du DGRS suivant, pour classer un territoire en ZIP, il faut en déclasser un autre. Donc, est-ce que sur cette problématique technique, vous êtes prêt à faire sauter ce verrou pour que lorsqu'on essaye de trouver une solution pour un canton, on ne soit pas obligé automatiquement de déclasser le canton d'à côté, ce qui est extrêmement compliqué. Deuxièmement, une question très précise, vous avez parlé du numerus clausus, vous avez abordé le sujet en disant
Il faut bien sûr prendre en considération les besoins, mais également les capacités de formation. Est-ce que, au regard de l'enjeu que cela représente, vous pouvez aujourd'hui nous donner des chiffres précis sur l'augmentation qui est en cours? Et est-ce que, ma question, c'est en quoi les capacités de formation brident-elles aujourd'hui cette augmentation du nombre de médecins formés? Et s'il y a un frein à ce niveau-là, est-ce que le ministère a envisagé d'augmenter les capacités de formation, de faire évoluer les formations pour arriver à cela? Nous avons également vécu sur mon territoire, dans mon département, la très grande difficulté pour accueillir des médecins étrangers qui veulent venir, avec des passages en commission qui prennent 1 an à 1 an et demi. Je sais qu'il y avait un problème de stock, que ça s'améliore. Mais franchement, au regard de la situation, avoir des médecins qui ont un projet d'implantation dans des territoires sous-denses et les faire attendre 1 an et demi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, quelles mesures le ministère souhaite-t-il prendre pour améliorer les choses? Et enfin, moi, je ne comprends pas que vous parliez, madame, mais c'est un mot qui est repris par les collègues, de coercition. Est-ce que lorsqu'on affecte un professeur dans un collège ou un lycée, et lorsque un pilote de chasse va poser son avion sur une base aérienne, est-ce que l'on parle de coercition? Est-ce que finalement, ça a été rappelé, le système de santé est très largement administré et financé par des deniers publics en France? Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement parler d'affectation des moyens aux besoins et faire en sorte qu'en France, en 2024, les patients qui ont besoin de médecins puissent avoir recours en proximité à cette solution et puissent finalement se soigner? Merci. Alors, je vais prendre mon souffle parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Peut-être quand même pour vous dire que, évidemment, votre colère, qui est la colère des patients, hein, qui s'exprime régulièrement, le ministère de la Santé, la DGOS, ne vit pas dans une bulle. Donc, comme vous, cette colère, elle nous remonte au quotidien. Et par ailleurs, nous sommes tous patients, proches de patients. Et donc, les difficultés que vous exprimez, elles ne nous sont pas du tout inconnues. On n'y est pas sourd. Et mon propos n'était non pas de vous apporter des réponses technocratiques ou de dire qu'il fallait attendre tranquillement 9 ans que tout aille mieux. Mon propos est de dire, malheureusement, les solutions qu'on met en place, certaines sont à court terme, mais certaines produiront des effets à moyen et long terme. Et c'est une réalité, si vous voulez. On ne va pas pouvoir créer des médecins comme ça pour demain facilement. Alors, vous avez évoqué un certain nombre de pistes, on va y revenir, mais voilà, c'était le sens de mon propos. Ce n'était pas du tout de l'attentisme, hein, c'était de dire, par ailleurs, les actions qu'on conduit maintenant, certaines ne produiront hélas leurs effets dans le temps qu'à moyen et long terme. Mais pour autant, il faut les conduire dès maintenant, puisque vous l'avez tous évoqué, hein, ces problématiques, elles ne sont pas nouvelles, elles s'accentuent avec le temps, et les réponses qu'on apporte, eh bien, il faut le temps qu'elles se déploient, ce qui génère cette frustration, et par ailleurs, cette angoisse légitime sur les territoires où l'absence de réponse se fait sentir le plus. Sur le zonage. Alors, il faut rappeler que le zonage, il sert effectivement à cartographier les aides à l'installation. Aujourd'hui, il est apprécié à partir d'un indicateur qui est établi par l'adresse et qui permet de mesurer en fait l'accès aux soins d'une population à travers la démographie de son territoire immédiat et des territoires de proximité. Il y a effectivement un pourcentage de cette population par profession qui est estimé étant ce qu'on appelle en zone sous-dense, puisqu'on n'utilise pas l'expression de déserts médicaux. Voilà, et c'est ces zones sous-denses sur lesquelles les ARS ont une petite marge de manœuvre, mais effectivement par substitution, voilà, avec d'autres zones. Encore une fois, si tous les territoires deviennent des territoires qualifiés de sous-denses, les aides, vous les saupoudrez et du coup, elles ne produisent plus leurs effets puisqu'en fait, vous allez permettre aux médecins de s'installer plutôt vers le centre-ville que vers la périphérie, plutôt vers des territoires un peu mieux dotés. Ils ne sont pas forcément bien dotés, mais ils sont un peu mieux dotés que les territoires voisins. Donc, c'est vrai qu'il y a une petite latitude qui est laissée aux ARS, mais elles ne peuvent pas complètement rajouter des territoires une fois qu'elles ont saturé leur pourcentage de population vivant dans les zones sous-denses. Les capacités de formation. Alors,
je suis désolée parce que je n'ai pas les chiffres sous les yeux, mais c'est quelque chose qu'on pourra vous communiquer, peut-être les projections. Voilà, c'est quelque chose, je vous l'ai dit maintenant, qui est regardé au niveau local. Donc d'ailleurs, à travers les instances de l'ARS, les élus peuvent faire partie de ces réflexions, qui est regardé au niveau local avec les besoins de la population, les capacités de formation. On a effectivement un sujet potentiel de capacité de formation tenant lieu à deux choses, les locaux et les formateurs. Donc voilà, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Par ailleurs, ces projections, elles sont faites en anticipation pour répondre à monsieur le sénateur. Après, vous savez, nos capacités d'anticipation, elles doivent être revues en permanence parce que les technologies évoluent, les pathologies évoluent, on l'a vu. Une crise sanitaire peut venir mettre un énorme bazar dans toutes les projections qu'on avait pu faire, créer de la dette de santé publique qui va nous obliger à réorienter peut-être les spécialités dont on va avoir besoin dans les années à venir. Et donc, c'est des projections qui doivent être réévaluées en permanence. Or, on le sait aussi, par ailleurs, quand on fait rentrer des médecins en études, quand on choisit des spécialités, c'est des gens qu'on forme et après, une fois qu'ils sont formés dans cette spécialité-là, entre guillemets, ils y restent. Donc, il faut qu'on arrive effectivement à apporter de la souplesse pour pouvoir s'ajuster au plus près des besoins, mais on n'aura jamais d'anticipation parfaite. L'objectif est d'avoir des anticipations qui soient les meilleures possibles. Sur les médecins étrangers, vous l'avez évoqué, c'est aujourd'hui un sujet brûlant, vous l'avez vu dans l'actualité. Il y a une phase de régularisation des fameux PADU qui est en cours. L'avantage, entre guillemets, des PADU par rapport aux propos de certains d'entre vous, c'est qu'effectivement, on offre des postes à la sortie des épreuves de titularisation de ces professionnels étrangers. On offre des postes qui sont territorialisés. C'est les ARS qui font remonter les besoins et donc ça permet de pourvoir notamment des établissements qui sont moins attractifs à l'installation et c'est quelque chose qui est fait effectivement au plus près des territoires parce que c'est bien les ARS qui remontent les postes qu'elles veulent mettre entre guillemets à la sortie des épreuves classantes pour ces professionnels.